Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dette en France. Pour réaliser cette vidéo, j'ai récupéré les données sur le site de l'INSEE du ministère de l'économie fin 2024, donc entre septembre et décembre 2024. On entend beaucoup parler de la dette en ce moment, on entend ce chiffre 3100 milliards de dettes en 2023, on dépasserait les 3200 milliards de dettes en 2024. On entend encore parler du déficit public qui était à 5,5% du PIB en 2023, qui dépasserait les 6% en 2024. Ou encore de la dette publique qui pour 2023 et 2024 dépasse les 110% du PIB. On va essayer dans cette vidéo de regarder un peu tous ces chiffres, qu'est-ce que ça signifie, et voir un petit peu comment est gérée la dette en France. Donc première partie, c'est pourquoi nous avons de la dette en France. Pour cela, il faut déjà comprendre de quoi on parle. En France, on parle des administrations publiques, pour parler de la France en général, et l'administration publique est divisée en 4 parties. Il y a l'État, qui va représenter les ministères, l'Élysée. Il y a les ODAC, qui sont les organismes divers d'administration centrale. En 2021, il y en avait environ 700, donc on peut citer par exemple le CNRS ou France Travail, Pôle Emploi, qui sont peut-être les plus connus. Ensuite, on a les administrations publiques locales, qui vont être plutôt les régions et les départements. Et ensuite, on a les administrations publiques sociales, qui sont la sécurité sociale et hôpitaux. Donc quand on parle de la dette en France, on parle de la dette de ces 4 entités. Des fois, vous entendrez parler de la dette de l'État, et à ce moment-là, on parle uniquement du carré qui est tout à gauche de l'État, et donc de la dette ou des dépenses ou des recettes du ministère et de l'Élysée. Schématiquement, l'administration publique fait tout un ensemble de dépenses pour l'éducation, la santé, la sécurité, etc. Et de l'autre côté, l'administration publique a tout un ensemble de recettes, qui prélèvent des impôts, la TVA, les cotisations. Et quand cette balance est déficitaire, c'est-à-dire quand les dépenses dépassent l'ensemble des recettes, alors il faut financer nos dépenses par de la dette. Donc on va aller emprunter de l'argent à des gens qui en ont. Alors ça peut être des organismes financiers, ça peut être des banques, ça peut être des particuliers, on verra. Et donc cet argent qu'on emprunte, c'est la dette. Et les chiffres de 3200 milliards qu'on entend, c'est le stock de dette qu'on a depuis des années. Si on regarde les recettes et les dépenses des administrations publiques de 1978 à 2023, on voit sur ce schéma, où les dépenses sont représentées par la courbe en orange et les recettes par la courbe en bleu, que les dépenses sont perpétuellement, depuis 50 ans, au-dessus des recettes. Donc chaque année, il faut qu'on finance une partie de nos dépenses par de la dette. Le dernier excédent brut de la France, donc la dernière fois où la France a émis plus de recettes que de dépenses, date de 1974. Et c'était d'ailleurs très léger. Les 4 entités dont j'ai parlé tout à l'heure, État, ODAC, administration locale et administration sociale, ont chacune donc des recettes et des dépenses que vous pouvez retrouver dans les comptes de l'État, que vous pouvez retrouver sur le site de l'INSEE. Dans la suite de la vidéo, je vais principalement me concentrer autour de l'État parce qu'on le verra, c'est l'entité qui a le plus de dettes. Et aussi par simplicité, ça m'évite d'avoir à chaque fois 4 courbes et de traiter cas par cas. Donc si on regarde maintenant plus spécifiquement les déficits, donc quand on fait les recettes moins les dépenses, là je recentre, et pour la suite de la vidéo de manière générale, je recentre entre 2000 et 2023 pour avoir des graphes un peu plus lisibles. On voit que chaque année, on est dans le négatif, donc on dépense plus que l'État français récupère. On voit 2 gros pics, un pic vers 2009 et 2010, qui est caractérisé par la crise des subprimes, donc l'État a dû massivement investir, et 2020, qui est donc la crise du Covid, et après les années d'après où il y a eu pas mal de déficits, principalement à cause de la crise énergétique. Donc une fois qu'on a cumulé tous ces déficits chaque année depuis les années antérieures, on obtient ce graphe, le graphe de la dette, qui depuis les années 2000 et même bien avant, fait que croître. On retrouve nos 2 pics en 2009 et 2010 et également un pic en 2020 pour le Covid, et on voit que cette courbe actuellement atteint environ, pour 2023, 3100 milliards. En 2024, on sait que sur les derniers chiffres du deuxième trimestre, l'INSEE tablait pour une dette à 3250 milliards, quelque chose comme ça, pour 2024, et très certainement va augmenter d'ici la fin de l'année. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi on avait de la dette, il est intéressant de regarder comment est gérée en France la dette. Donc on revient à nos administrations publiques, et chacune de nos administrations publiques ont des dettes. Majoritairement, la dette est détenue par l'entité qui s'appelle l'État, avec 2627 milliards sur les 3100. Là, c'est les chiffres de 2023 ou 2024.
Et chaque organisme gère sa dette différemment. L'État gère sa dette par une agence qui s'appelle l'agence France Trésor. Les ODAC et les administrations publiques locales, c'est chaque organisme ou chaque administration publique locale qui gère indépendamment sa dette. Et enfin, nous avons les administrations publiques sociales qui a une entité qui s'appelle la CADES qui gère sa dette. Donc on voit ici que majoritairement c'est l'État qui est endetté. Alors c'est principalement parce que l'État des fois récupère ou va donner des subventions aux autres entités. Et donc globalement c'est l'État qui récupère la majeure partie de la dette. Donc pour la suite du raisonnement, on va principalement s'intéresser à la dette de l'État vu qu'elle est énorme en proportion par rapport aux autres. Et donc on va plus s'intéresser au rôle de l'agence France Trésor. Donc dans la dette française, de manière générale, pas uniquement la de l'État, mais de manière générale, il y a une partie qui est non négociable, donc qui est plutôt empruntée au niveau des banques, qui reste une partie minoritaire, et négociable, qu'on va retrouver sur les marchés financiers, qu'on appelle des obligations. Quand on regarde la répartition de la dette, 81% c'est du négociable, 19% du non négociable. Donc si on s'intéresse à l'État, donc qui est le sous-ensemble des administrations publiques, il a 3 outils pour émettre des obligations, donc pour s'endetter. Le premier est le BDAN, qui est un bon du trésor à intérêt annuel. On les voit encore dans les comptes publics, on en entend encore parler quand on se renseigne sur la dette française, mais la dernière mouture est terminée en 2017. Donc dans le futur, ces outils ne seront même plus mentionnés. Nous avons les bons du trésor à taux fixe, BTF, qui eux sont des obligations à court terme, moins d'1 an. Et pour tout ce qui est plus d'1 an, nous avons les obligations assimilables du trésor, donc les obligations qui sont pour du moyen et du long terme, de 2 ans à 50 ans. Globalement, la majorité de la dette négociable de l'État, à 92% c'est des OAT et à 8% c'est des BTF, donc 92% c'est de la dette sur du long terme, donc plus de 2 ans. Une obligation est un titre financier qu'on peut s'échanger, qu'on peut acheter, qu'on peut revendre sur les marchés financiers. Ça a plusieurs caractéristiques. La première, c'est la valeur nominale, donc la valeur de l'obligation. Ici, c'est 100, ça peut être 100 euros. Un prix d'émission qui peut être différent de la valeur nominale. Ici, c'est le même, 100 euros. Un coupon qui correspond aux intérêts que le créancier va recevoir en fonction de la valeur de l'obligation. Ici, c'est 2%. Donc, il va recevoir 2% de la valeur nominale 100, soit 2 euros. Et ce versement est fait annuellement. Il peut être fait par exemple trimestriellement, mais en général c'est annuellement. L'amortissement, c'est comment l'obligation va être remboursée. Ici c'est in fine, l'obligation sera remboursée uniquement à la date de fin. Elle ne sera pas remboursée petit à petit. Ensuite, il y a le prix de remboursement, donc la valeur que l'État va rembourser au créancier. Ici c'est 100. C'est pareil, c'est pas obligatoirement la même valeur que le prix d'émission et la valeur nominale. Ensuite, il y a la dette d'émission, qui est donc à partir de quand l'obligation a été mise, et la date de maturité, quand est-ce que l'obligation se termine. Et c'est à cette date de maturité, dans ce cas-là, vu que c'est un amortissement in fine, que l'obligation sera remboursée au créancier. Un autre exemple, ici, nous voyons que nous avons un prix d'émission qui est de 98 et un prix de remboursement qui est de 102. Donc on voit qu'on peut complètement changer ces valeurs-là. Et enfin, nous avons des obligations qui sont indexées sur une valeur. Donc en France, c'est les OATI ou les OATI euros, donc qui sont indexées sur l'inflation soit en France, soit sur l'inflation européenne. Et en général, ce qui va changer, donc on retrouve les mêmes champs, mais le coupon, donc les intérêts que nous payons, eux vont avoir une part fixe. Donc là, j'ai mis 1%, plus un pourcentage dépendant donc de l'indicateur de variable qui est ici l'inflation. Il y a une notion qu'il faut comprendre aussi quand on parle des obligations et de la dette française, c'est qu'un État n'est pas un ménage, il peut faire ce qu'on appelle rouler sa dette. Alors, dans le détail, comme on a dit tout à l'heure, quand on a une obligation, l'État français va rembourser tous les ans un certain pourcentage d'intérêt et uniquement à la fin, il va rembourser l'intégralité de l'obligation. Donc là, si on reprend cette obligation qui commence en 2023, jusqu'en 2030, tous les ans, l'État va payer 2% de 100, donc 2 euros, à la personne qui détient l'obligation, tous les ans, donc en 2024, 2025, 2026, etc. Et seulement en 2030, il devra rendre le prix de remboursement à la personne qui a emprunté, c'est-à-dire 100. Sauf que vu que l'État est entre guillemets éternel, il peut réemprunter perpétuellement la valeur sans pour autant devoir la rembourser. Donc c'est-à-dire que en 2030, il va rembourser 100 à la personne qui a emprunté de base, mais il pourra lui rembourser 100 en réempruntant 100 sur les marchés obligataires.
donc en réémettant une obligation de même valeur que le prix de remboursement. Et cette fois, des fois les paramètres sont différents, le coupon peut être plus haut ou plus bas en fonction des taux d'intérêt du moment. Et là, on voit qu'on a réémis une obligation de 2030 à 2040 pour rembourser la précédente. Donc c'est pour ça qu'on voit la courbe perpétuellement monter de la dette, c'est que l'État n'a pas forcément intérêt à rembourser le montant de sa poche, entre guillemets. Il peut réemprunter pour la payer. Et il peut faire ça éternellement parce qu'on part du principe qu'un État va durer de nombreux siècles et ainsi tout le temps pouvoir réémettre des obligations. Si on regarde à nouveau la courbe de la dette, on se rend compte qu'elle n'a jamais décru. C'est-à-dire que l'État a perpétuellement fait rouler sa dette. Également, vu que la courbe croît, nécessairement l'État a fait rouler sa dette plus emprunter un montant supplémentaire pour combler les différents déficits des années suivantes. Alors ce qui est important de regarder également quand on s'intéresse à la dette, c'est les intérêts que nous payons chaque année. On voit que de 2000 à 2023, la dette n'a cessé d'augmenter. Cependant, on voit que les intérêts de la dette sont restés plutôt stables et même dans la dernière période de 2012 à 2020, les intérêts ont plutôt baissé de la dette. Nous empruntions beaucoup plus d'argent mais à des taux beaucoup plus bas. Et donc ce qui fait que la dette coûtait moins cher. Cependant, on revoit, et c'est une explication, on y reviendra un peu plus tard en détail, mais de pourquoi on parle de la dette en ce moment, c'est que les taux d'intérêt et la charge de la dette qu'on a tous les ans avec les intérêts augmentent depuis 2021 et on voit qu'on a une remontée des intérêts de la dette dans le budget. Donc si on regarde les taux d'intérêt à long terme en pourcent pour la France, de 2000 au T3 2024, alors ici en général quand on parle des taux à long terme pour la France, on parle des taux à 10 ans, quand on emprunte sur une obligation à 10 ans. Mais comme je vous ai dit, une obligation, ça peut être du court terme avec les BTF, mais ça peut être donc moins d'un an, mais ça peut aller de 2 à 50 ans. Donc les taux varient en fonction du nombre d'années sur lesquelles on emprunte. On retrouve que les taux d'intérêt ont baissé, donc quasiment jusqu'en 2021, on a vu que ça a quasiment constamment baissé, ce qui a expliqué que malgré qu'on ait emprunté de plus en plus sur ces années-là, les intérêts de la dette nous ont coûté de moins en moins cher parce qu'on a émis des obligations dont le coupon était faible. Et on revoit que depuis 2022, on recommence à avoir une hausse de ce taux. Donc là, on est autour des 3%. Alors la baisse est intervenue par une politique de la Banque centrale pour essayer de relancer l'économie européenne en baissant ses taux, ce qui a baissé les taux des obligations. Et là, depuis 2022, vu qu'on a eu beaucoup d'inflation en zone euro, la Banque centrale a remonté ses taux directeurs, ce qui a fait que les taux d'obligation ont réaugmenté. Maintenant, nous allons regarder en détail quelques indicateurs de notre dette. Si on reprend la courbe de la dette, nous retrouvons les pics qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la dette, donc en 2009 et 2010, où on est passé de 1300 milliards en 2008 à 1600 milliards, donc on a fait un gros bond. Et pareil pour la crise Covid, où on était à 2300 milliards en 2019. En 2020, nous avons dû beaucoup investir pour la crise Covid en France, donc on est passé à 2100 milliards. 2023, on est à 3100 milliards. Et pour 2024, l'INSEE annonce pour le deuxième trimestre qu'on était à plus de 3200 milliards de dettes. Et très certainement que pour la fin de l'année 2024, nous serons même à plus que 3200 milliards. Si on regarde les intérêts de la dette, on voit que ça a augmenté de 2000 à 2008, allant jusqu'à 57 milliards d'intérêts. C'est resté assez stable jusqu'en 2012. Il y a eu ensuite une décrue jusqu'en 2020 des intérêts de la dette française pour atteindre à plus bas à 29 milliards. Cette décrue des intérêts de la dette fait suite à l'évolution des taux d'intérêt à ce moment-là qui sont largement descendus. Donc refinancer la dette a coûté moins cher. On voit à partir de 2021 que les intérêts de la dette commencent à remonter. Donc on est passé à 29 milliards au plus bas en 2020, à 34 milliards en 2021, 50 milliards en 2022 et ça risque d'augmenter sur les années suivantes. Cette augmentation ne fait pas suite directe à l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a vu juste avant, mais plutôt à l'inflation. On reviendra en détail sur ça juste après. En regardant les augmentations par rapport à l'année précédente en pourcentage, pour ce qui est de la dette, on retrouve les pics de 2009, une grosse augmentation de 17%, et également en 2020, une grosse augmentation de 11% qui fait suite aux crises des subprimes et du Covid. On voit ensuite que les hausses sont autour des 6% post-crise et ensuite que ça descend tout doucement. Pour ce qui est des intérêts, à l'inverse, on voit que ça restait plutôt stable et même ça a plutôt diminué jusqu'à l'année 2020. Et depuis l'année 2021, on a eu une hausse de 17% par rapport à l'année 2020 et une hausse en 2022 par rapport à l'année 2021 de 46%.
La hausse est plutôt contenue en 2023, mais ça risque de progresser les prochaines années. Pour comprendre la récente hausse des intérêts de la dette française, il faut regarder un peu plus en détail sa composition. On divise en trois le montant des intérêts de la dette française, une partie en bleu qui correspond aux OAT fixes, une partie en orange qui correspond aux OAT indexés sur l'inflation, donc les OATI et les OATI euros, et une partie en verte sur les prêts à court terme, les BTF. On voit qu'en 2021, majoritairement, ce qu'on payait, c'était des intérêts des OAT fixes, donc avec un coupon fixe qui n'est pas du tout indexé, 34 milliards, et une petite partie des OAT indexés, 3 milliards. En 2022, dû à l'inflation, la part des OAT fixes, le montant des OAT fixes n'a pas bougé, ou quasiment pas, 33,35 milliards. Par contre, les OAT indexés, on est passé de 3 à 15 milliards, on a fait un x5. Pour 2023, on retrouve à peu près le même phénomène. Les OAT indexés sont restés à 15 milliards, mais cette fois, on a en plus les taux à court terme qui ont augmenté, qui sont passés de 0,5 milliards à 5 milliards. Pour information, la dette française est détenue à 53% par des non-résidents français, c'est-à-dire que à peu près 50% du montant que nous payons en intérêt part pour des personnes ne résidant pas en France. On a vu donc les intérêts de la dette française augmenter. Si on regarde cette fois les intérêts de la dette en pourcent des recettes, donc on prend les intérêts de la dette, on les divise par les recettes des administrations publiques et on en fait un pourcentage, on remarque de nouveau la décrue jusqu'en 2020 et la remontée du coût des intérêts de la dette en pourcent des recettes à partir de 2021 sur 2022 et 2023. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que malgré cette hausse qui en montant est équivalent au début des années 2000, c'est-à-dire à peu près 50 milliards d'intérêts de la dette à payer par année, on voit qu'en pourcent des recettes, le coût est bien moindre. On était à peu près au début des années 2000 à 5,5 même pourcent, et maintenant on est à peu près à 3,63. Ça s'explique assez simplement, c'est que les recettes depuis les années 2000 ont largement augmenté. Dans la suite de la vidéo, on va s'intéresser à la dette publique en pourcent du PIB et au déficit public en pourcent du PIB. Pour ça, il faut quand même dire quelques mots sur le PIB. Le PIB est censé représenter la richesse créée dans un pays en une année. Cet indicateur est imparfait pour plein de raisons, il y a plein de documentation sur internet ou de vidéos qui en parlent, ce n'est pas le sujet ici. Il y a deux types de PIB. Il y a le PIB en volume et le PIB en valeur. Alors le PIB en volume va s'intéresser uniquement au volume de richesse créée en une année. C'est-à-dire que par exemple si on prend une économie qui produit 10 pommes sur une année 2020 et 2021, donc le même montant de pommes, pour un prix en 2020 de 2 euros. Si la base de ce PIB en volume est 2020, on va juste garder le prix de 2020 et qu'importe le prix de la pomme en 2021, on va faire le même calcul. Étant donné qu'on a produit le même montant de pommes sur l'année 2020 et 2021, le PIB en volume n'a pas bougé. A l'inverse, le PIB en valeur, lui, va s'intéresser également à l'évolution du prix, donc à l'évolution du volume et du prix. Donc si on reprend notre économie qui fabrique 10 pommes, en année 2020 pour 2 euros et en année 2021 pour 3 euros les 10 pommes, le PIB en valeur va augmenter car il y a eu une augmentation des prix. Dans la suite, nous, quand on va regarder nos indicateurs, on va uniquement s'intéresser au PIB en valeur pour faire nos pourcentages. Actuellement, en 2023, le PIB en valeur était aux alentours de 2800 milliards d'euros en France. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du PIB, on peut parler de la dette publique et du déficit en pourcent du PIB. Alors comme pour le PIB, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire à l'égard de ces calculs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, plus que la pertinence en soi et la signification en soi du calcul. Pour ce qui est de la dette publique en pourcent du PIB, on prend la dette publique donc à l'année où on veut évaluer, qu'on divise par le PIB et on en fait un pourcentage. Quand on regarde sur des années 2000 à 2020, ça n'a cessé d'augmenter. Et depuis 2021, ça commence légèrement à diminuer. Ça risque en 2024 et les années suivantes à se stabiliser autour de 110-112% du PIB. Nous sommes dans l'Union européenne et l'Union européenne fixe des règles sur la dette en pourcent du PIB et nous sommes censés être en dessous de 60%. Nous voyons que nous sommes quand même assez loin, nous sommes quasiment au double. Donc maintenant on peut regarder aussi le déficit en pourcent du PIB. Donc le déficit, c'est les recettes moins les dépenses, on récupère cette valeur qu'on divise par le PIB sur une année donnée et on en fait un pourcentage. On voit que sur les 23 dernières années, il y a eu pas mal de fluctuations sur ce déficit. La règle européenne est qu'on doit être en dessous des 3%, donc on voit qu'on a été quelques fois en dessous des 3%. Le plus récemment, c'était en 2018 et en 2019. Et depuis la crise Covid, notre déficit a explosé en pourcent du PIB.
Actuellement, en 2023, on est à peu près à 5,5% et en 2024, on va être autour de 6,1, 6,2%. On voit sur ces deux schémas que nous sommes au-dessus des réglementations européennes que nous avons signées et c'est pour ça que la France actuellement est en procédure de déficit excessif avec l'Europe. Pourquoi le sujet de la dette est-il autant d'actualité ? L'une des raisons principales est que les dernières prévisions se sont un peu ratées. On peut prendre un exemple sur les prévisions de dette publique en pourcent du PIB et du déficit public en pourcent du PIB. Chaque année, la France publie un plan de stabilité économique qui sont globalement des prévisions et des trajectoires des finances publiques. Là, je vous ai représenté dans le tableau ceux de 2022, 2023 et 2024, et également le projet de loi de finances proposé par le gouvernement Barnier. Si on prend l'année de référence 2024, sur le plan de stabilité de 2023, on voit que la dette publique en pourcent du PIB était estimée à 109,5%. Mais sur le plan de stabilité 2024, rectification, finalement ce sera 112,3%, et re-rectification sur le PLF 2025 de M. Barnier, on était à 112,9%. Sur 2025, pareil, il y a eu également un dérapage. Si on regarde également le déficit public en pourcent du PIB et les mêmes prévisions, donc si on regarde la même case du tableau, l'année 2024, on voit qu'en 2023, la prévision était de 4,4% du PIB. Puis finalement, dans le PSTAB 2024, on rectifie, on dit qu'en fait ce sera 5,1%, ce qui est déjà un gros écart. Et finalement, le PLF de M. Barnier prévoyait 6,1% du PIB. Donc on voit qu'il y a eu quand même des gros écarts qui ont été dus, d'après les dernières commissions, principalement à des erreurs au niveau des modèles. Je n'ai pas la réponse exacte à ça. La deuxième raison pour laquelle on entend beaucoup parler de la dette en France en ce moment, c'est à cause de l'évolution des taux d'intérêt pour refinancer la dette de la France. Si on regarde les taux d'intérêt à long terme, on a déjà vu ce graphique, en 2016-2020, nous empruntions à peu près à 1%, voire 0%. Mais qu'actuellement, si on emprunte autour des 3%. Pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que quand on regarde la durée moyenne de la dette négociable française, donc celle qu'on finance sur les marchés financiers, elle est environ de 8 ans et demi. C'est-à-dire qu'actuellement, vu qu'on fait tout le temps rouler notre dette, on est en train de refinancer de la dette de 2016-2017. Donc on est en train de refinancer de la dette sur laquelle on avait des coupons, donc des intérêts qu'on payait autour de 0,5%, à des nouveaux coupons qui vont être autour des 3%. Ça va impliquer que nécessairement les intérêts de la dette française vont augmenter ces prochaines années. Les dernières années, l'augmentation était due principalement à l'inflation, mais les années suivantes, ça va perpétuellement augmenter parce qu'on va faire rouler notre dette à des taux d'intérêt beaucoup plus hauts. Évidemment, le sujet de la remontée des taux d'intérêt et donc des intérêts de la dette fait naître un débat pour savoir comment on finance cette augmentation dans les dépenses publiques. Un dernier point que j'aimerais aborder succinctement dans la vidéo, c'est est-ce qu'on doit se comparer à d'autres pays ? En Union européenne, je ne l'ai pas encore mentionné, mais on utilise la dette au sens de Maastricht. C'est un ensemble de règles comptables de savoir ce qu'on inclut ou non dans le calcul de la dette. Un exemple, on n'inclut pas les intérêts futurs de la dette. On sait, par exemple, que sur certaines OAT, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, même plus, on va payer un certain taux fixe d'intérêt. Ces taux futurs ne sont pas inclus dans notre dette actuelle. Ça l'est par exemple aux États-Unis. Pareil pour la retraite des fonctionnaires. En Europe, nous ne l'incluons pas. C'est-à-dire que nous savons qu'actuellement nous avons tout un tas de fonctionnaires qui vont être à la retraite dans les futures années. On prend à peu près la moyenne de vie d'un homme et d'une femme et on peut prévoir un montant de retraite qu'on devra distribuer aux fonctionnaires. En Europe, ce n'est pas inclus. Donc des fois, vous pouvez voir une dette augmenter de ce montant-là, de la retraite de fonctionnaires, on voit une dette beaucoup plus importante. Donc déjà, on voit que si on veut se comparer à un pays en dehors de l'Union européenne, ce n'est pas facile, parce que les règles comptables ne sont pas forcément les mêmes. Ça va être compliqué également de se comparer au sein même de l'Union européenne, car ça va dépendre de la structure des États. Est-ce que l'État a une retraite par capitalisation ou répartition ? Les dépenses ne seront pas les mêmes. Comment est financé le système de santé ? Comment est financée l'éducation ? Au final, ça va dépendre à quel point l'État est social ou non. Donc les comparaisons sont quand même assez difficiles. Si l'État est plus social, il y aura forcément plus de dépenses publiques et peut-être moins d'endettement privé. À l'inverse, si l'État est un peu moins social, une plus grosse charge va reposer sur le particulier. Globalement, ce que je veux conclure là-dessus, c'est que regarder des chiffres de dette en pourcent du PIB ou de déficit en pourcent du PIB entre les pays,
n'est pas suffisant pour avoir un bon état des lieux de la situation française par rapport à d'autres pays ou de la situation de d'autres pays par rapport à d'autres pays. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est la comparaison des taux d'intérêt à 10 ans qu'on fait actuellement pour la France. Une comparaison classique qu'on fait, c'est entre la France et l'Allemagne, qui est le spread, qui est plus ou moins légitime, qui permet de nous comparer vis-à-vis de l'Allemagne. Donc effectivement, actuellement, on commence à emprunter plus haut, alors que l'Allemagne emprunte beaucoup plus bas que nous. Mais une deuxième comparaison que j'aimerais un peu tempérer, c'est la comparaison avec la Grèce. Actuellement, en 2024, donc là j'ai mis 2023, mais en 2024, sur les derniers trimestres, nous empruntions à peu près au même montant que la Grèce. Laissant sous-entendre que la France et la Grèce, mais en faisant penser que dans l'imaginaire collectif, à la Grèce lors de la crise en 2012. Si on compare la Grèce en 2012, si elle voulait emprunter sur les marchés financiers, ses taux d'emprunt étaient quasiment à 23%, ce qui n'est absolument pas le cas de la France actuellement. Nous sommes autour des 3%. Donc c'était juste pour signifier que oui, nous empruntons actuellement au même taux de la Grèce, mais pas au même taux de la Grèce quand elle était en crise. On voit bien la différence entre le graphe orange et le graphe bleu. Dans cette vidéo, nous avons regardé quelques éléments pour comprendre comment la dette en France fonctionne. Évidemment, le sujet est bien plus complexe et nous n'avons pas pu tout aborder. C'est la fin de cette vidéo et je vous remercie pour votre visionnage.